Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, encore un petit 5 minutes avant de débuter le Midi Découverte. Donc, à ceux qui viennent d'arriver, bonjour. C'est le dernier Midi Découverte de cette année, de l'année scolaire, disons, là, avant les vacances estivales. Donc, comme d'habitude, la rencontre là, va commencer à 12h15. Puis, dans le fond, on vous demande, les caméras vont demeurer fermées ainsi que les micros, considérant que la rencontre sera enregistrée et diffusée là, à des fins de transfert des connaissances. Ensuite, il y aura, à la fin de la rencontre, là, à peu près à 5-10 minutes de la rencontre, là, une période de questions. Comme je vous ai dit, chaque séance est enregistrée, là, puis va être rendue accessible sur le web là, dans à peu près là, la semaine qui va suivre, ainsi que la présentation là, qui est diffusée présentement. Puis, pour les questions, comme d'habitude, on priorise la fonction questions-réponses que vous trouverez là, dans le menu de votre Teams. Puis, si jamais vous préférez poser votre question de vive voix, j'autoriserai la fonction micro que vous pourrez alors désactiver vous-même. Cela dit, si vous avez des imprévus techniques, là, je ne peux pas vous soutenir malheureusement à distance. Encore 2 minutes. Parfait. Je vais redire les consignes une dernière fois, puis après ça, on pourra commencer la présentation. Donc, merci à tous là, d'être présents là, à cette dernière édition là, du Midi Découverte là, avant la période estivale. Donc, comme d'habitude, les caméras et les micros des participants là, demeurent fermés pendant toute la présentation. Ça permet d'éviter la captation de moments inappropriés là, qui pourraient être diffusés dans l'enregistrement. Chaque séance est enregistrée et rendue accessible gratuitement sur le web, accompagnée de la présentation PowerPoint ou PDF dans la semaine qui suit la présentation. Pour la période des questions, je vous invite à prioriser la fonction questions-réponses, qui est une fonction dans votre menu Teams. Ça nous aide à gérer l'ordre des questions, puis assurer un suivi adéquat. Puis si vous préférez poser votre question de vive voix, vous pourrez lever la main. Ce sera possible de vous donner la parole. Je vais désactiver la fonction micro de votre. Activer la fonction micro de votre ordinateur, puis vous pourrez ensuite activer de votre côté la fonction micro pour poser votre question.
Juste noter que si vous avez un imprévu technique, là, je ne peux absolument pas là, vous supporter à distance. Donc, sans plus tarder, je laisse Mme Céline Guéguin, professeure à l'Université de Sherbrooke et titulaire là, du projet de recherche Tarmac là, des FRQ, nous présenter le projet d'aujourd'hui. Donc, Mme Guéguin, merci d'être présente. Et la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci Julien pour l'invitation et merci à vous. Bon appétit pour ceux qui dînent en ce moment. Donc, je vais vous parler un petit peu de notre projet. C'est un projet intitulé Détection et quantification des fibres et résidus d'amiante dans l'environnement, ainsi que dans les fluides biologiques de jeunes enfants dans la région de Thetford Mines et en fait aussi de Val-des-Sources. Donc, c'est un projet qui est interdisciplinaire et intersectoriel, qui inclut des professeurs à l'université de Sherbrooke, faculté ou département de chimie, mon collègue Jean-Philippe Bélanger ainsi que Adelphine Bonneau. Nous avons aussi un professeur ici de faculté de génie, Hubert Cabana, et Larissa Tasker, qui est de la faculté de médecine. On a aussi la contribution de Gabriel Lévesque de l'Observatoire national de l'amiante et du niveau cégep et CCTT de Samuel Gidel. Pardon. Nos deux personnes étudiantes sont Catherine Roger et Mathieu Eder. Elles sont toutes les deux à la maîtrise ici au département de chimie. Donc, tous les résultats que je vais vous montrer, ce sont leurs résultats, en fait. C'est des résultats qui vont faire partie de leurs deux mémoires de maîtrise. Donc, allons dans les résultats. Voilà, c'est ça. Donc, voici mon contact. Je vais le remettre à la toute fin si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite. Il me fera un plaisir de répondre aux questions aujourd'hui aussi, mais si vous en avez plus tard, il n'y a pas de problème. Donc, notre projet, c'est interdisciplinaire de santé environnementale, Thetford Mines, Val-des-Sources, où notre problématique était liée aux résidus miniers amiantés via la contamination des eaux, des sols, des poussières, sédiments, mais aussi comment les jeunes enfants pourraient être impactés par la présence de ces résidus miniers dans l'environnement. Les connaissances actuelles sont très, très limitées à ce jour pour cette population. Et c'est une population qui est en croissance, donc il y a potentiellement des risques d'exposition pour cette population. Et à date, il y a très peu de données. Donc, notre projet a pour but d'informer des risques potentiels qu'une exposition pourrait présenter. Nos objectifs, donc on veut développer des nouvelles méthodes de détection et de quantification des fibres et résidus d'amiante, suivre leur mobilisation dans l'environnement au fil des saisons. Donc là, on effectue des prélèvements à l'année longue, donc ça inclut également l'hiver. Enfin, on veut documenter l'exposition des enfants d'âge préscolaire dans les régions amiantifères, donc ici, Thetford Mines et Val-des-Sources. Au niveau méthodologique, donc il y a une grosse partie, c'est très méthodologique. Après, on va l'appliquer sur les jeunes enfants ou leur exposition. Au niveau méthodologique, donc ici, on travaille avec des échantillons environnementaux d'eau, de neige, de sol, sédiments, dépôts atmosphériques. Ici, on s'est maintenant tourné vers les lichens qui peuvent capter les fibres d'amiante, mais je vais revenir là-dessus dans quelques minutes. On prévoit aussi des analyses de sel et d'urine dans un futur, on espère, très proche. Pour les outils qu'on met en place, donc on met des outils qui n'ont jamais été appliqués en fait, à ces problématiques d'amiante. Donc, c'est des outils de LiveCat, c'est un système qui va permettre de fractionner, de sectionner en fait un échantillon selon sa taille, et on va pouvoir comme ça mesurer les métaux qui sont associés selon les différentes tailles. Ça, c'est le projet 1, donc c'est le projet de Catherine. Je vais vous présenter ces résultats dans quelques minutes. Dans le deuxième projet, on va utiliser une autre technique qui s'appelle la spectroscopie Raman. Encore une fois, ça n'a jamais été appliqué à l'amiante.
Et là, Mathieu a déjà de très, très beaux résultats où on est capable de voir l'amiante. Donc, je vous divulgage un peu les résultats ici, là. Et dans les quelques semaines, on va appliquer ça avec l'apprentissage machine ou l'intelligence artificielle avec notre collaborateur du CCTT. Donc, allons voir les résultats. Et tout ça, oui, j'ai failli oublier quand même. Le plus important, on fait tout ce projet, en fait, a pour objectif de mieux évaluer les risques. On veut outiller les décideurs, protéger la santé des enfants et développer une expertise unique au Québec pour la détection de fibres amiantées via la formation de nos deux étudiants à la maîtrise et des techniques analytiques qu'on met en place qui sera partagée avec la communauté. Donc, voici nos zones d'études. Donc, à gauche, ici, vous avez la rivière Bécancour et puis les petits points rouges qu'on voit de temps en temps, ce sont nos stations d'études. Donc, on les a choisis à Bécancour et puis la même chose ici à Val-des-Sources sur la droite pour qu'ils soient accessibles en hiver parce que notre programme était de voir la mobilisation de ces fibres d'amiante en hiver également. Donc, c'était bien important de pouvoir avoir un accès sécuritaire à la rivière, même en hiver. Donc, on a favorisé les endroits où il y avait des ponts essentiellement. Donc, on a six zones d'études sur la rivière Bécancour et 3 ici sur le Val-des-Sources, en amont des haldes, dans les haldes et en aval des haldes. Méthodologie générale. Donc, je vais surtout parler ici de l'intérieur de mon dessin ici, où on a les échantillons naturels à gauche et à droite, l'eau de surface et la neige, les sols sédiments et le dépôt atmosphérique, ici, nous, les lichens. On a une très longue préparation d'échantillons pour qu'on puisse distinguer les tailles. C'était un argument très important pour nous dans ce projet. On voulait voir la distinction des fibres d'amiante de 5 micromètres et au-delà qui sont monitorées par le ministère. Mais en deçà de 5 micromètres, il n'y a pas de technique efficace à date. Donc, nous, un des objectifs, c'était de vraiment démontrer que il y avait des fibres qui étaient plus petites que 5 micromètres et trouver des méthodes ou développer des méthodes pour pouvoir les mesurer et les quantifier. Et donc, ça, c'est les différentes techniques qu'on utilise ici. J'ai mis ici la spectroscopie Raman. Donc, ça, c'est une des techniques qu'on utilise pour distinguer les différentes tailles et pour distinguer l'amiante, pardon, après fractionnement à 5 microns, 5 à 1 micron et en deçà de 1 micron. On va faire aussi des analyses de métaux qui sont constitutifs de l'amiante pour pouvoir quantifier la présence de ces métaux et donc indirectement les résidus d'amiante dans les échantillons. Et la même chose du côté de la Raman. Donc voilà pour la méthodologie générale. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a passé le comité d'éthique, on va appliquer cette technique qu'on finalise en ce moment sur des fluides biologiques. Et là, on parle ici d'urine et de sel de jeunes enfants. Les jeunes enfants qui fréquentent des CPE. Puis là, dès que notre comité d'éthique aura validé notre protocole, on va commencer à venir approcher les CPE et les familles participantes dans le cadre de ce projet. On n'est pas encore là, malheureusement, dans ce projet. Donc, tout d'abord, le projet 1, donc c'est le projet de Catherine, qui, elle, est intéressée par l'étude de la présence d'amiante dans les rivières toute l'année. Elle a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est une évaluation de la variation saisonnière des fibres amiantées dans la région de Thetford et puis de Val-des-Sources et la distribution des différentes tailles des fibres d'amiante dans les rivières Bécancour et Nicolet-Sud-Ouest. Pour cela, elle a développé une nouvelle approche, donc par fragmentation par taille, donc c'est le AF4, et une analyse de métaux associés aux composés amiantés.
à date, elle a échantillonné 2 saisons. Le premier été, c'était vraiment pour trouver les sites. Cet automne, elle est allée à plusieurs reprises échantillonner la rivière, les 2 rivières en automne 2025 pardon, et au cours de l'hiver et printemps 2026. Donc, à chaque fois, elle prélevait un échantillon depuis un pont. Elle le filtrait à 5 microns et 1 micron. Puis ensuite, ces échantillons-là étaient passés par AF4 pour séparation par taille, puis sont mesurés pour les contenus en métaux. Au niveau du fractionnement par taille, donc ici, ce que je vous présente ici à droite, ce graphique à droite, c'est la taille des objets qui sont présents dans les échantillons, de taille variant entre quelques nanomètres jusqu'à 500 nanomètres. Donc, on va vraiment chercher des objets très, très petits ici. Et en Y, c'est le signal de notre instrument. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que là, j'ai mis en noir les boîtes des 4 régions, finalement. C'est des régions qui ont des tailles bien spécifiques et qui vont varier, pour lesquelles les objets varient au cours du temps. Donc, les différentes couleurs indiquent des échantillons qui ont été pris à des journées particulières en automne 2025. Et ce qui est très intéressant ici, déjà si on regarde la courbe rose, on voit qu'il y a un très fort signal dans les régions 1 et 2, donc les très très petites fractions d'objets trouvés dans les rivières, tandis que si on regarde la courbe brune ici tout en bas, là, c'est pourtant au même site, différents temps dans l'année, et on a des teneurs en composés qui sont très, très différentes. Donc, après, notre questionnement, c'était est-ce que ça, c'est lié avec la présence ou absence d'amiante dans ces échantillons-là? Donc, ces mêmes échantillons sont maintenant analysés par ICP-MS pour aligner en fait les différences en taille par rapport à la concentration en métaux. Donc, on veut associer les fractions aux concentrations de métaux pour s'assurer que c'est pour confirmer ou pas que c'est de l'amiante qu'on a à ces différents moments de l'année dans les rivières. Dans un deuxième temps, Catherine va aussi essayer de comprendre pourquoi on trouve ces concentrations-là de métaux dans les rivières, et cela en fonction des facteurs environnementaux, tels que quelle est la saison de l'année, la date dans l'année, est-ce qu'il y a eu des précipitations, est-ce qu'il y a eu du vent, et puis la géologie en présence dans ces différents lieux de prélèvement. Pour ce qui est des résultats de silicium et de magnésium, on sait que ce sont 2 éléments constitutifs de l'amiante. C'est en fait des éléments majoritaires, en fait. Et donc, c'était important pour nous aussi de les mesurer, en plus des contaminants ou des métaux aux traces comme le plomb et l'arsenic. Ici, je vous présente des résultats qui ont été mesurés à l'automne 2025. À gauche, vous avez la rivière Nicolet et à droite, la rivière Bécancour à Thetford Mines. Et sur chacun de ces 2 dessins, à gauche de la droite entretillée, c'est le point de référence. Donc, c'est en amont des haldes. Et ce qui se trouve à droite de la ligne entretillée, c'est en aval des haldes, ou dans les haldes, en fait. Pour ce qui est de la rivière Bécancour, on voit une légère augmentation ici du rapport magnésium-silicium. Et ça, c'est quelle que soit la taille, en fait. En fait, on a beaucoup de difficultés à distinguer 1 micron ou 5 micromètres. Il n'y a aucune différence de taille ici. Tandis que pour la rivière Bécancour, c'est beaucoup plus, ça fluctue beaucoup plus. Ici, on voit vraiment une très nette différence entre les zones en amont par rapport aux zones en aval. On n'a pas encore d'explication pour ceci.
on veut voir si ça se répète à différentes saisons dans l'année. Et là, présentement, on analyse les échantillons qui ont été collectés au cours de l'hiver et au printemps pour voir si une telle distribution, un tel pattern se reproduit ou pas. Mais bon, déjà, on voit des différences entre l'amont et l'aval. Il y a quelque chose qui se passe. Après, est-ce que c'est l'amiante ou est-ce que c'est autre chose? À ce jour-ci, à cette date, on ne peut pas l'affirmer. Dans le projet numéro 2, donc c'est le projet de Mathieu. Mathieu, lui, il voulait voir si on pouvait utiliser la spectroscopie Raman pour l'analyse des fibres d'amiante. Savoir qu'à date, pour savoir s'il y a de l'amiante dans un matériau ou dans l'environnement, on regarde au microscope. C'est une analyse qui prend énormément de temps et qui demande beaucoup de compétences de la part de la personne qui fait l'analyse et avec des risques de compter une fibre comme étant de l'amiante qui n'est peut-être pas de l'amiante. Donc nous ici, on nous propose d'aller avec une nouvelle technique qui s'appelle la Raman, qui elle, en plus d'avoir la vérification visuelle que c'est bien une fibre, on peut aussi avoir une vérification chimique qu'on parle bien de l'amiante. Donc pour vous expliquer ça, je vais vous montrer ces résultats. Mais la spectroscopie Raman ici a pour but de complémenter en fait ce qui est couramment utilisé, la microscopie optique. Donc on ne veut pas l'écarter, la microscopie optique. Elle a ses avantages et ses inconvénients. Mais on propose ici de bonifier cette technique-là avec une autre technique spectroscopie Raman. Donc la méthodologie, elle est assez simple en fait, bien que ça n'ait jamais été fait à date. Donc dans un premier temps, on doit démontrer que la spectroscopie Raman est capable de mesurer de l'amiante. Puis ici, on se focus sur la chrysotile, qu'on est aussi capable de détecter des microfibres. Donc là, on parle de fibres qui ont une longueur inférieure à 5 microns par microscopie Raman. Donc là encore, on veut vraiment se démarquer un petit peu ou complémenter ce que la microscopie optique peut faire. On voit assez aisément 5 microns sur un microscope. En deçà de 5 microns, c'est pas mal challengeant. Et la spectroscopie Raman pourrait complémenter ça. Donc c'est pour ça qu'ici, on veut se focuser sur les 5 microns et plus bas. Ensuite, donc, on va acquérir ces spectres Raman et on veut, pour pouvoir en fait détecter les fibres dans un échantillon complexe environnemental. Avec ces données collectées, dans un premier temps, on peut les compter à l'œil, mais ça a ses désavantages, on n'est pas infaillible, tandis que si on couple la cartographie Raman avec une intelligence artificielle, les risques d'erreur sont moindres. Bon, il y a des enjeux d'entraînement de l'apprentissage machine, mais on pense qu'on va être capable d'arriver là. Puis, dans un dernier temps, on va utiliser cette toute nouvelle approche pour quantifier le chrysotype dans différents échantillons, incluant les fluides biologiques. Donc là, à date, on a fait les 2 premières étapes. L'étape ici 3 au milieu, là, on est à peu près à mi-parcours avant de pouvoir utiliser ça sur des échantillons de fluides biologiques, notamment. À quoi ça ressemble la spectroscopie Raman? Ça ressemble à des courbes comme ceci. Et ce qui est important, c'est que vous voyez ici en bleu foncé, la courbe tout en haut, c'est la chrysotile. Et ce qui saute à l'œil, en fait, là, vous voyez des pics qui sortent, 3 grands pics ici de la chrysotile. Et puis ça, je l'ai comparé avec du talc. Et ainsi qu'avec 2 autres minéraux qu'on peut éventuellement trouver ici au Québec. Et ce qui est intéressant à noter ici, c'est que les pics bleus foncés de la chrysotile ne se retrouvent pas dans le talc, la forstérite ou montésélite. Donc c'est une preuve que le signal Raman est distinctif pour ce qui est de la chrysotile.
Même chose à droite où on va chercher d'autres minéraux ou d'autres structures, où encore une fois on a la chrysotile en bleu, puis d'autres minéraux en vert ou en rouge. Encore une fois, les pics du chrysotile ne se confondent pas avec les autres. Donc ça veut dire que en fait, la Raman va permettre de distinguer l'amiante de tous les autres types de minéraux. Dans la région au Québec, on peut avoir ou plutôt, je vais rephraser ça, l'amiante peut se présenter sous différentes formes, la chrysotile et serpentine. Mais ici, ce que je vous montre sur le graphique à droite, c'est la même représentation que sur la slide d'avant, où on a en bleu foncé notre amiante et puis les 3 pics caractéristiques. Et je vous ai mis en même temps 2 autres types de minéraux, la lizardite et l'antigorite, qui, elles, ont des pics qui se trouvent dans les mêmes régions que la chrysotile, mais pas exactement la même région. Par exemple, le pic à 390, le décalage Raman ici, dans l'antigorite, elle va se retrouver à 375, ou bien dans la lizardite à 407. Et cette légère différence dans le décalage fait qu'on est capable de distinguer la chrysotile des autres minéraux. Donc, ça devient une technique très, très sensible et très précise sur la détection de ces fibres ou de ces minéraux-là dans des échantillons. Ensuite, nous sommes passés ensuite à la détection dans des vrais échantillons, parce que jusqu'à présent, c'était des standards, donc des composés purs. Maintenant, dans la réalité, on n'a pas un bloc comme ça d'amiante, enfin en tout cas pas dans la rivière. Donc là, il a fallu montrer que cette technique-là était quand même robuste et suffisamment sensible pour détecter des fibres d'amiante dans une matrice naturelle. Et une matrice comme on pourrait les retrouver dans les régions de Thetford Mines ou Val-des-Sources. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé des fibres d'amiante, donc un standard pur, qu'on a prélevé à Thetford Mines, et on l'a mélangé avec du sol, aussi prélevé à Thetford Mines, mais très, très en amont de la ville, de telle sorte que ce sol-là ne contient pas d'amiante. Donc, on a mélangé tout ça à différents ratios entre la chrysotile et la terre. On a broyé les fibres, puis on les a immobilisées sur un filtre qu'on a ensuite passé sur notre spectrophotomètre Raman. Donc ici, c'est ce que vous avez ici dans cette image. L'échelle est à 2 microns, donc c'est pas très gros. Et ce qu'on voit en orange ici, donc ça va être la trace orange que vous avez sur le spectre à gauche. On voit clairement ici la présence d'une fibre. Et comme je disais, par microscopie, c'est peut-être, on peut être piégé ici et associer ça à un autre minéral que l'amiante. Mais nous, en plus de l'aspect visuel, de la vérification visuelle, on a aussi le spectre Raman à droite ici, donc en vert. Et ça match ce spectre Raman en conditions naturelles match vraiment le standard qui est représenté en rouge, le standard de chrysotile. Donc ici, avec cette expérience, on a pu montrer que la Raman pouvait détecter des fibres d'amiante dans du sol à des concentrations très faibles, en dessous du %. Donc on est confiant de pouvoir mesurer ou utiliser cette technique dans des échantillons naturels. Une autre expérience qu'on a menée ici, on voulait savoir quelle est la largeur de fibre qu'on pouvait détecter avec cette technique. Parce que on voulait mesurer des fibres en dessous de 5 microns de largeur. Et donc là, il a fallu faire l'expérience, à savoir est-ce que c'était possible aussi avec la Raman. Donc là, c'est ce qu'on a fait ici, dans cette expérience, où on a mesuré une fibre
qu'on voyait visuellement. Puis on a été chercher des fibres de plus en plus petites pour voir si le spectre Raman, que vous voyez à droite ici, c'est toujours, pardon, en haut là, c'est toujours indicatif de la chrysotile. Et oui, on retrouve toujours nos 3 mêmes pics qui se trouvent à des bons au décalage Raman empreinte de la chrysotile. Donc là, notre expérience, nos expériences ici ont permis de conclure qu'une largeur de fibre via la Raman jusqu'à 5 micromètres, jusqu'à 1 micromètre, pardon, était détectable et qu'on n'avait pas besoin d'un autre système de détection pour mesurer ces 1 micromètre. Par contre, comme vous voyez ici, l'image, elle n'est pas très claire. C'est très difficile à distinguer des fibres d'amiante là-dedans. Donc, ce qu'on est en ce moment en train de faire, c'est qu'on couple la Raman avec un microscope polarisant pour améliorer la détection visuelle, pour qu'ensuite la détection Raman soit aussi facilitée. Donc, comment ça se fait? Comment ça se passe? Donc, là, Mathieu, il vient d'avoir les petites puces électroniques ici, c'est comme des mini GPS qu'il va mettre à chaque fois qu'il va voir une fibre d'amiante, comme c'est montré sur la photo de gauche ici, au microscope polarisant. Donc l'amiante se voit très très bien au microscope polarisant. Ou en tout cas, ce type de structure se voit très bien au microscope polarisant. Nous, ce qu'on devait confirmer, c'est ce qu'on voit ici sur l'image en gris, c'est de l'amiante. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ces petites puces ici, sous le microscope. On les a mis à côté des fibres qu'on pense être de l'amiante. Puis ensuite, on a transporté cet échantillon avec nos petites puces dessus vers notre spectromètre Raman. Et grâce à ces mesures-là, le spectromètre Raman va aller à l'endroit où sont les petites puces et faire une mesure Raman, comme on voit ici. Et par exemple là, c'était le spectre correspondant à cette fibre ici, on voit nos 3 pics constitutifs de la Raman. Donc, on peut conclure que la fibre qu'on voit visuellement ici au microscope polarisant est bien de l'amiante. Donc maintenant, l'étape suivante pour nous, c'est de cartographier un échantillon à différents points pour pouvoir ensuite entraîner un modèle IA. Donc, je vais conclure ici pour nos prochaines étapes. Donc, nos prochaines étapes, c'est de poursuivre les prélèvements et les analyses dans nos 2 rivières, de faire le traitement statistique dans le projet 1, où on veut mieux comprendre comment est-ce que l'amiante peut être mobilisé dans l'environnement. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est les précipitations? Est-ce que c'est la géologie ou une combinaison de tout ça? Dans le projet numéro 2, projet de Mathieu, ici, on veut maintenant automatiser la détection par spectroscopie Raman, et ça en collaboration avec le CRVI ou le CCTT de Lévis. Et en dernière étape, on espère avoir notre approbation du comité éthique pour les CPE partenaires dans les prochaines semaines. En termes de mobilisation des connaissances, on veut partager tous ces résultats-là à la communauté. On prévoit des présentations lors de la Nuit des chercheurs 2026 au musée naturel des sciences, c'est ça, de Sherbrooke. C'est à l'automne 2026, la date n'est pas encore disponible. Des articles scientifiques, évidemment. Présentation à l'ACFAS en mai 2027 qui aura lieu à l'UQAM à Montréal, et des conférences ateliers par les CPE partenaires. Ça, c'est à valider avec notre comité d'éthique. Et donc, sur ce, je vais vous remettre mon contact si vous avez des questions. Je peux les répondre tout de suite si vous en avez déjà.
On a déjà une question, Mme Guéguin, donc Oui. je vous la relais, dans le fond, de Andréane. Est-ce que, selon vous, l'utilisation du Raman pourrait être utilisée pour différencier les fibres des fragments de clivage? Qu'est-ce que vous entendez par le clivage? Je ne suis pas Est-ce familière qu'Andréane avec est cette terme. encore avec nous? Je vais autoriser votre micro, ce ne sera pas long. Parfait, vous pouvez désactiver votre micro et parler, Andréane. Oui, bonjour. Bonjour. Ben, les fragments de clivage, c'est la même chimie, par exemple, mettons que l'actinolite, sauf qu'elle n'a pas la même morphologie que les fibres. Et il y a beaucoup de problématiques présentement, à savoir est-ce que les fragments de clivage, c'est vraiment des fibres d'amiante et tout ça. Donc, c'est très difficile à différencier parce que les critères sont très variables, à savoir si on est géologiste, médecin, si on juste réglementaire. Hein. Donc, je voulais savoir avec le Raman, est-ce que ça pourrait être un outil de plus pour nous aider à vraiment prouver que c'est vraiment de l'amiante, même si ça serait plus une morphologie, fragment de clivage, par exemple? Si c'est une composition qui est différente, ou une structure cristalline qui est différente, la Raman va permettre de les distinguer. Et en plus, on a la combinaison avec le microscopie polarisante, deux indications sur l'objet qu'on mesure. Donc, je serais tentée de dire oui s'il y a une différence cristalline sur les objets qu'on regarde. Donc là, on pourrait distinguer une fibre d'un autre type de composé. OK, merci. Je vous en prie. En suivi à cette question, Mohamed nous demande pourriez-vous préciser quel instrument Raman vous avez utilisé ainsi que les principales conditions de caractérisation comme la longueur d'onde du laser, la puissance, le temps d'acquisition et l'objectif utilisé? Un peu dans Je le vais, technique, là, ouais. mais Je ne vais pas pouvoir vous répondre spécifiquement parce que c'est l'objet de la maîtrise de l'étudiant. Donc, je ne vais pas divulgacher ces résultats. Pour le moment, malheureusement, ça va être comme ça. Mais notre instrument, c'est un micro-Raman de chez Oriba. Après, les détails analytiques, je vais devoir malheureusement laisser Mathieu les partager lors de dans son mémoire et dans ses articles qui vont suivre son mémoire. merci. Il faudra être patient, Mohamed. Désolé. Oui, je suis bien Donc, désolée. donc, écoutez, on a dépassé de quelques minutes, mais merci beaucoup pour les questions, puis merci beaucoup, Mme Guéguin, pour votre temps, pour cette présentation. On a hâte de voir la conclusion là, et la publication des articles et des mémoires des étudiants qui travaillent sur ce projet. Donc, écoutez, je vous remercie à tous pour votre présence, puis on se dit à la session d'automne avec une nouvelle programmation pour les Midis Découvertes. Et merci beaucoup d'être venu ce midi. Merci beaucoup. Donc, au revoir. Au revoir, Mme Guéguin. Au revoir.